Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Aussi, vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Aussi, il y a plusieurs chaînes qui nous prennent en relais. C'est votre émission. Vous avez demandé ces grands plateaux avec les têtes bien faites de la République, car les sujets divisent plus d'un. Et alors, sur ce, nous avons fait l'effort de les inviter afin que nous puissions réfléchir Congo. Sur ces plateaux, je suis avec monsieur Christopher Ngoy. Il est PCA, il est également président de la société civile de la République démocratique du Congo. Donc, il est ici avec nous. Monsieur Christopher Ngoy, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons le professeur Roger Baka. Il est professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il est ici avec nous, DG de la chaîne ERB TV. Il a plusieurs choses, hein, mais je ne vais pas vous présenter avec d'autres casquettes. Monsieur le professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Alors, de l'autre côté, nous avons monsieur Leader Balekelai. Il est chercheur en communication numérique. Il est doctorant, journaliste qui a fait plus de 25 ans dans le métier. Journaliste d'investigation aussi, vous avez oublié. Monsieur Ludo Balekelai, c'est le bienvenu. Merci Delphin, merci de cet honneur que vous nous faites. Voilà, nous sommes là. Merci. À côté de vous, il y aura le professeur Jean-Félix Senga. Il est l'adjoint de Martin Fayoulou au sein de la MOCA. Il est dans l'opposition. Il va nous rejoindre pour ces débats républicains. Alors, les sujets d'aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes sans ignorer, il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre a fait autant d'années. Alors, quelles seraient les bonnes solutions pour que nous puissions avoir une paix durable à l'est? Est-ce la solution serait l'approche économique? Est-ce l'approche diplomatique? Est-ce l'approche spirituelle ou le patriotisme? Face à toutes ces questions très questionnantes, au Congo, nous avons des hommes intelligents et sages. Je préfère ouvrir le débat avec le journaliste. Je préfère d'abord ouvrir le débat avec le journaliste, chercheur en communication numérique. Il est également doctorant. Alors, M. Ludo Balekelai, parce que vous avez fait autant d'années comme journaliste, vous avez reçu les grands de notre pays. Une question directe. C'est quoi le mobile d'abord de la guerre de l'Est? Ça, c'est une question qu'il faut poser à Corneille Nangaa et à toute sa bande. Mais aussi à Paul Kagame. Mais n'empêche que nous disions quelque chose. C'est comme je le disais tout à l'heure dans mon avant-propos, Corneille Nangaa, Paul Kagame et leur bande seraient vraiment les mieux placés pour répondre à la question. Mais comme scientifique, je crois savoir que notre malheur en tant que Congolais, c'est que Dieu nous a donné la terre, nous a donné un sous-sol qui n'a pas donné aux Blancs, qui n'a pas donné aux jaunes, qui n'a pas donné à n'importe quel noir non plus, mais qui l'a donné aux Noirs.
situé au centre de l'Afrique. Alors, avec tout ce que nous avons comme richesse du sol et du sous-sol, cela nous a attiré la foudre du ciel depuis la conférence de Berlin. Vous vous rappelez, lorsqu'on a morcelé l'Afrique, lorsque les puissances internationales se sont partagées l'Afrique, ce n'était pas facile pour le Congo de s'en sortir. Et cela nous a suivis à travers des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui, à telle enseigne qu'il y a des multinationales prédatrices, n'est-ce pas, qui ont toujours leur regard braqué sur le Congo pour voler, piller nos richesses du sol et du sous-sol, tuer, violenter nos enfants, multiplier les veuves et les orphelins sur le sol de nos ancêtres. Donc je pense que la cause de nos malheurs, ce sont nos richesses, mais est-ce que Dieu nous a donné des richesses pour que nous puissions être victimes d'une succession de guerres injustes? Je pense que non. Et là, il faudra bien entendu un questionnement qui va être transversal au regard de la question de départ que vous avez posée dans cette émission. Et nous pensons que, chemin faisant, nous y apporterons des éléments de réponse de manière systémique, parce que l'ensemble des domaines que vous avez évoqués, économiques, politiques, spirituels et patriotiques, se collent. Donc on appliquera une approche systémique pour expliquer, et bien entendu, la question. Merci, M. Ludor Balekelaï. Je pose directement la question au coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, le PCA, M. Christopher Ngoy. Est-ce ce que Ludor a dit? Il a totalement raison. La guerre de l'Est répond à ses mobiles. Oui, moi je crois qu'il a raison. Et je voudrais enchérir en disant que la guerre de l'Est nous est imposée. Nous est imposée par l'Occident à la recherche des matières premières pour son industrie. Malheureusement, ces matières se trouvent en RDC. Et autant l'Occident nous a imposé l'esclavage, parce qu'il fallait prendre, disons en Afrique, la main-d'œuvre. Ils ont envoyé des explorateurs ici en Afrique pour chercher là où il y avait des richesses cachées et tout ça, pour pouvoir les exploiter. Et c'est cet esprit-là qui continue. Et malheureusement, ils ont pu trouver des personnes ou des États qui se sont comportés en voyous. Les États? Oui. Okay. Qui ont accepté à ce siècle-ci, qui ont accepté de servir cet Occident et qui nous agressent. Et c'est une guerre économique, ça il faut le dire clairement, c'est une guerre économique pour les multinationales, parce qu'il faut faire la différence entre certaines administrations qui combattent déjà chez eux, ils combattent les multinationales. C'est ainsi que vous arriverez, même Obama l'a dit un jour, qu'il essayait de minimiser l'influence des lobbies des multinationales au sein de son administration. Parce qu'ils sont là, matin, midi et soir, ils font pression pour obtenir des lois, obtenir des allégeances, obtenir l'influence de l'administration, afin de leur permettre d'exploiter ou de créer des guerres là où ils ont besoin d'exploiter. Et c'est une entreprise qui ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je pense que pour ce qui est du Congo, nous avons beaucoup tergiversé en n'arriverant pas à circonscrire le véritable cerveau. C'est ainsi que nous allions des fois nous plaindre, même chez celui qui est en train d'orchestrer cette guerre. Et lui s'amusait à nous amener dans des dialogues, de ceci, tout en continuant à exploiter. Okay. Voilà. Merci, M. Christopher Ngoy. J'avais annoncé la présence de M. Jean-Félix Senga. C'est un haut cadre de la MOUCA, la tête pensante même de la MOUCA
de Martin Fayulu, il est enseignant à l'université. Monsieur Jean-Félix Senga, la thématique, quelle est la guerre de l'Est? Quelle est l'approche meilleure pour une solution? Est-ce l'approche économique? Est-ce la diplomatie? Est-ce le patriotisme ou le spiritualisme? Mais d'entrée de jeu, la première question, quelle est la vraie raison de la guerre de l'Est? Merci, monsieur, pour associer à cette émission. Moi, je l'ai toujours dit. Je voudrais peut-être surprendre un peu mes co-débatteurs. Okay. Moi, je n'abonde pas dans le sens que cette guerre, elle est purement, essentiellement économique. Okay. Je n'ai jamais accrédité tellement cette thèse. Pourquoi? Parce que si vous dites elle est économique, il n'y a pas peu. Le président de la République s'était adressé aux Américains, aux Occidentaux, bref, pour dire si vous avez besoin d'exploiter, venez, voyez-moi, on va voir comment nous accorder pour que vous exploitiez allègrement. Qui est dit gagnant-gagnant. Tout à fait. Mais malheureusement, ils ne mordent pas. Ils ne mordent pas. Quand j'y réfléchis bien, je me dis, mais quand Lumumba, en 1960, parlait déjà de la balkanisation, pensez-vous que c'était seulement cette guerre économique? En 1960, ils avaient besoin de la matière dont on a besoin aujourd'hui pour les batteries et consorts. En 1960, on en parlait? On en avait besoin? Ça veut-il qu'un jour nous utiliserons ça? Je ne pense pas. C'est ainsi que moi j'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle, pour moi, les Américains, les Occidentaux, après qu'ils aient étudié, ils ont fini par comprendre que le Congo était un pays d'avenir. Le Congo avait beaucoup d'avenir. Au point qu'ils se sont dit, demain, si on n'y fait pas attention, le Congo, le rôle que jouent les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, le Congo pourrait bien le jouer d'ici 50 ans. Alors, pour ce faire, je ne sais pas, dans leur folie, ils se sont dit, il va falloir qu'on puisse émietter le Congo. Qu'on puisse d'abord le mietter, juste dans le but d'empêcher que le rêve que pouvait se nourrir le Congo s'estompe. Voilà leur préoccupation. Pour moi, c'est la raison qui fait que les Américains, vous verrez même les études en 1973 avec Singer, ils ont fait des études sur ça. C'est PAM aujourd'hui qui est en train de... Aujourd'hui, les porteurs même de cette idée de la balkanisation. Malheureusement, je venais d'entendre un peu Christopher en parler. Je crois qu'avec le temps, on pourra y revenir. Mais néanmoins, la raison pour moi, ce serait une question de jalousie, de méchanceté, de vouloir étouffer le Congo dans l'œuf. Merci. Alors, professeur de l'Université de la foi chrétienne, Roger Bakalom, qui a écrit plusieurs livres, est-ce le Congo est victime de ses richesses? Est-ce les richesses du Congo, c'est le vrai problème de la guerre de l'Est? C'est parce que je me rappelle, à moins que je me trompe, soit le président Hollande ou Sarkozy, il était venu ici, il a dit les problèmes du Congo, c'est parce que vous ne partagez pas vos richesses avec le pays voisin. Bon, merci beaucoup. Je commence par saluer le co-débatteur. Je crois personnellement que toutes les réponses données ici sont valables. Mais seulement, je crois par rapport au timing de l'introduction, chacun prend une position pour développer après. L'humanité tout entière baigne sous des ordres. Et là où j'ajouterai quelque chose pour professeur Jean-Félix Senga. Jean-Félix, c'est les novus ordo seclorum, que vous appelez facilement en français nouvel ordre mondial. Et le deuxième, c'est le ordo ab chaos, l'ordre par du chaos. Ce sont les deux types de magie qui gouvernent le monde. Malheureusement, je vous informe que cette guerre n'a pas commencé en 1900. Des gens en 1800, deux pays ont connu des aventures pareilles, le Burkina Faso et le Mali. Donc, l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est qu'un groupe de personnes, très minimes, souhaitent prendre le contrôle de tout le monde.
Malheureusement, nous ne sommes pas au courant. Bien sûr. Okay. Ce groupe d'hommes qui s'estiment être les élites veulent prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales pour parvenir à une domination mondiale. Et ces gens, dans leurs études, ont ciblé quelques pays africains. Okay. Vous savez, un jour dans l'île de Elbe, Hitler a dit ceci. On lui pose la question, comment voyez-vous l'avenir du monde? Hitler répond, il dit, attention, j'ai laissé l'URSS et la Chine dans le berceau. Ne tentez pas de le réveiller, sinon ils vont bouleverser le monde. Les hellénistes savent quels sont les pays qui ont des aspirations de puissance africaine, de puissance mondiale. Et en Afrique, ils ont ciblé beaucoup de pays. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Gabon, il y a même la République des Touadéra ici, centrafricaine. Je vous annonce, et je sais que vous le savez, que malheureusement, la République démocratique du Congo a été citée comme étant un pays aux aspirations de puissance africaine. Il faut bien le surveiller, ne le laissez pas tranquille. Donc, l'origine très grave de la guerre, c'est la géopolitique mondiale. Maintenant, quand nous comprenons que c'est la géopolitique mondiale, nous recherchons maintenant quel est le but de cette géopolitique mondiale. Je vous ai dit, c'est prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Saddam Hussein est parti pour cela. Kadhafi est parti pour cela. Maintenant, malheureusement, dans notre cas, nous détenons sur le plan ressources minières des produits qui vont gouverner les 100 ans depuis 1945 jusqu'à, je ne sais pas quand. Le coltan, le cobalt, le cuivre, le lithium. Alors, refusez de croire que la guerre en RDC est économique, c'est quelque part s'éloigner de l'essentiel de la guerre. S'éloigner de l'essentiel de la guerre. Excuse-moi, je prends tellement 30 secondes. 30 secondes, chité. Kagame que vous voyez ici a été installé par le service spécial américain. Pour quel but? Pour un simple but. Que Kagame soutienne toutes les personnes qui ont les soucis insatiables d'exploiter le minerai congolais jusqu'à influencer le gouvernement de Kinshasa. Et cet objectif n'est pas encore fini. Donc, pour ne pas vous diviser, je pense que le professeur Christopher, Lidor Balekela est l'assistant. Nous avons... ingénieur et président de la société civile du Congo. Surtout président de la société civile, hein, coordonnateur. Je m'excuse d'avoir botté en touche. Merci, mais à vous entendre parler, j'ai senti les aspirations du professeur. Et donc, je conclue en disant que c'est purement géopolitique, mais avec comme soubassement, le 25, les 30, les 100 années qui vont venir vont dépendre sur le plan économique. Merci. Alors, M. Balekela est chercheur, doctorant. Est-ce cette question économique dont on parle ici, la RDC ne peut pas contourner cette question? Parce que nous avons tout. Le monde a besoin de ce que nous avons. Mais pourquoi ces gens ne viennent pas par la grande porte, préfèrent aller par des pays voisins et tuer des Congolais? C'est quoi le vrai problème? Merci de la question qui nous introduit déjà dans la deuxième marche sur la deuxième marche de ce débat, l'aspect diplomatique de la guerre en République démocratique du Congo, pour que la RDC arrive à contourner, pour rencontrer vos concepts, la problématique de l'économie qui est au cœur de la guerre. Il faut que la RDC développe une diplomatie d'influence. Diplomatie d'influence. Pas agitante. Agissante, oui, mais c'est d'abord, par vocation, la diplomatie a pour mission non seulement de représenter l'État à l'étranger, mais aussi de défendre les intérêts du pays à l'étranger. C'est ça la mission qui est dévolue aux diplomates. Maintenant, nous constatons que notre diplomatie
c'est même au cœur de ma thèse de doctorat. Je parle de la diplomatie numérique, bien entendu, dans un contexte de la communication numérique qui est le thème majeur de mes recherches. La diplomatie congolaise, j'ai pris la période de 2001 à 2024. C'est une diplomatie qui donne l'impression de ne s'arrêter qu'à la vente des visas, des passeports, et que l'essentiel des missions dévolues aux diplomates n'est pas vraiment réalisé. Aujourd'hui, si vous regardez les États-Unis d'Amérique, je prends un exemple, c'est un tableau comparatif que j'ai élaboré dans ma thèse. Quand vous regardez les États-Unis d'Amérique de 2001 à 2024, c'est un pays qui a connu 4 chefs d'État. Et ces chefs d'État, si vous regardez leur façon de communiquer, ils sont vraiment dans le paradigme du numérique. Quand vous regardez les 9 secrétaires d'État américains que les États-Unis ont connus depuis 2001 à 2024, vous sentez qu'ils sont présents, ils défendent les intérêts de leur nation à travers le monde entier. Ils communiquent en utilisant les médias sociaux qui sont les nouveaux canaux de communication internationale ou entre États. Maintenant, chez nous, il se pose un problème. La diplomatie publique numérique n'est pas très développée parce que beaucoup de diplomates sont, bien entendu, de la génération de 1960. Et il faut renouveler la classe. Il faut les actualiser. Non, actualiser, non. Il faut renouveler le personnel diplomatique pour qu'il soit trempé vraiment dans le nouveau paradigme du numérique pour pouvoir communiquer sur les avantages ou sur les opportunités que la République démocratique du Congo présente vis-à-vis des autres étrangers et ne pas être là à se plaindre lorsque l'ennemi crée un compte Facebook, un compte Twitter au nom d'un officiel, on réunit toute la presse, on commence à démentir. Non, il ne faut pas démentir, c'est une nouvelle façon de faire la guerre. On appelle ça la guerre digitale. Il y a même un auteur, Caroline Fayet, qui a écrit un ouvrage, L'art de la guerre digitale. Il démontre comment aujourd'hui on ne peut pas faire avancer les choses sans se référer au nouveau modèle, au nouveau paradigme de communication interinstitutionnelle ou au nouveau paradigme de communication entre États. Ça nous manque beaucoup. Quand vous regardez aujourd'hui les différents ministres des Affaires étrangères que nous avons connus, le 11, qui se sont succédés de 2001 jusqu'à ce jour, vous n'en trouverez pas 2 qui ont utilisé un compte Twitter, 2 qui ont utilisé les réseaux sociaux. On a eu Lutundu, oui, nous avons Thérèse Kaikwamba. Oui, il faut faire l'herméneutique de contenu de leur publication pour vous rendre compte que par rapport aux objectifs qu'une diplomatie publique s'assigne, c'est en deçà de la moyenne. Merci. Et donc nous pensons qu'en développant la diplomatie publique numérique, la République démocratique du Congo va pouvoir défendre les intérêts, présenter la belle image du pays à l'étranger. Et ça, c'est le rôle des diplomates qui vont faire que les gens viennent de manière officielle pour des contrats soit en bilatéral ou soit des contrats publics, privés, et amener des capitaux pour pouvoir nous aider à nous développer sans attendre que les autres viennent piller nos richesses, nous imposent des guerres pour piller nos ressources du sol et du sous-sol. Monsieur Christophe Ngoy, président, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Monsieur Luidor dit qu'il ne faut pas faire une diplomatie plaintive. Il faut agir à temps parce que vous voulez que les gens viennent pour entrer en contact avec nous afin que nous puissions faire l'échange de ce que nous avons. Mais si la diplomatie elle est faible, donc en réalité, ils peuvent nous contourner, aller là où il y a un leadership qui s'affirme. Comme ça, ils peuvent se sentir à l'aise. Est-ce que c'est le cas du Congo? Bon, moi je voudrais aller encore un peu plus haut. Vous savez, le monde est régenté aujourd'hui par la culture. Ce sont des nations qui ont développé une très grande culture. Le pasteur l'a dit ici, le professeur, il a dit il y a un groupe de personnes qui cherchent à régenter le monde. Eux estiment qu'ils ont atteint le summum de la culture. Et au-delà de la culture, il y a ce que j'appelle, ils imposent leur civilisation. La civilisation, c'est la façon de vivre, mais sous-tendue par la technologie. Par la technologie, qui crée la facilité aux applications de la vie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone cellulaire, bon, tout le monde l'envie.
S'il arrive dans un village, tout le monde l'envie. Mais le téléphone cellulaire, là, c'est quoi? C'est un produit qui a la technologie dedans, qui remplit une fonction essentielle, celle de communiquer sans fil à de très longues distances, qui facilite beaucoup de choses. Et cette civilisation, lorsqu'elle s'impose, ça devient une enculturation. Donc, on est tout celui qui sait que non, écoutez, la meilleure façon de vivre, c'est de vivre comme des Occidentaux. Et les Occidentaux, maintenant, pour imposer leur culture, ils ont besoin d'asseoir leur technologie et ils ont besoin de matières premières. Ils sont en avance parce qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce que le monde va consommer aujourd'hui, qu'est-ce que le monde va consommer demain, après-demain. Ils anticipent sur ça. Et ils créent des mécanismes pour pouvoir présenter au monde des biens et services dont il aura besoin. Même le numérique s'inscrit dans ça. Alors, lorsque nous sommes un grand pays, c'est-à-dire nous devons d'abord asseoir une grande culture. On ne peut pas asseoir une grande culture si nous nous réduisons au tribalisme. Nous sommes dans des approches terre à terre. Alors, voyons le monde si Dieu, l'être suprême, nous a doté de tout ce qu'il nous a donné comme matière ou ressources minérales, concentrées sur un seul espace. C'est-à-dire, dans son plan divin, il a voulu que le Congo puisse diriger le monde. Mais sur le plan culturel, bien sûr, on nous a déstabilisés. On ne peut pas vivre tout en pensant que personne ne va vous nuire, donc personne ne va vous envier, mais il faut faire avec. Il faut considérer qu'on va nous menacer. Il faut considérer qu'avec ce que nous avons, il y a des gens qui en ont besoin. Est-ce qu'il faut rester plaintif? Est-ce qu'il faut rester plaintif? Ou soit il faut se prendre en charge? Il faut se prendre en charge, anticiper, aussi essayer de faire l'essentiel. Parce que, très bien. Oui, il ne faut pas être... oui, quand il faut se plaindre, il faut se plaindre. Mais il ne faut pas se coucher au sol pour dire, voilà, c'est ça votre posture, de vous plaindre, de ne rien faire. Moi, je crois qu'il faut... lorsque je parle de la technologie, elle peut vous apporter même les moyens de défense. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller chercher, vous voyez à l'est là-bas, il y a eu un moment où notre armée faisait monter des hélicoptères pour approcher les positions ennemies, les bombarder. Et tout ça, les autres ont fait appel à une technologie plus avancée, avec des missiles qui ont empêché que nos avions ne puissent voler. Et ils ont pris l'ascendance sur, bien sûr, hein, pour un petit moment, sur notre armée. Et notre armée s'est réorganisée en allant aussi chercher là où il y a la technologie. Ils sont venus plus avancés. Et maintenant, les avions ont pu... donc contrôler l'espace aérien et l'ennemi se trouve en difficulté au moment où je vous parle ici. C'est-à-dire, il faut d'abord asseoir une grande culture. Et au-delà de cette grande culture, la technologie, pour que la jonction de la culture et la technologie débouche sur une civilisation. Gardez un peu la parole, M. Christopher. Gardez un peu la parole parce que la seule personne qui est bénéficiaire de l'ordonnance du chef de l'État ici, c'est vous. Vous êtes, bien sûr, c'est vous, vous êtes PCA quelque part. Est-ce le régime, sur le plan diplomatique, est-ce le régime fait un mea culpa? Est-ce le régime, sur le plan diplomatique, est en train de vendre les Congo afin que nous puissions convaincre ces gens qu'ils entrent par la grande porte? Parce que cette guerre, elle est économique. Nous avons tout, mais pourquoi ces gens-là nous laissent aller chercher des petits pays? Il y a un problème là. Ah, voilà. Je voudrais répondre à votre question. Je pense que la nature, hein, les relations humaines, on a tendance à aller là où l'on peut réaliser le plus de profit possible. Hein, les grandes multinationales aiment, depuis l'histoire, aiment prendre gratuitement ou à vil prix. Et c'est ça l'imposition ou le reflet même de leur puissance. S'ils arrivent quelque part et disent nous voulons ceci, voilà nos conditions, vous devez vous plier et vous donner. Et si chaque fois que vous leur rappelez que nous voulons une relation gagnant-gagnant, et c'est pourquoi on a exécuté Mouzé. Donc parce qu'il a dû lâcher ça à tout moment. Moi j'étais au ministère des Mines avec le ministre Kibasa, j'ai vu la guerre venir. Alors c'est pour vous dire que aujourd'hui, s'ils ont quelqu'un à côté là, qui ne paie rien. Un voyou. Un voyou, ils nous disent allez prendre. Et puis vous nous donnez.
nous on vous rétribue. Bon, il va prendre, tout ce qu'on lui donne c'est un bénéfice, parce que ça ne lui appartient pas, et il donne les yeux fermés parce qu'il ne va même pas évaluer la valeur de ce qu'il puise pour amener de l'autre côté. Et de l'autre côté, on lui dit, bon, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Merci. Et c'est ça la relation. Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, enseignant à l'université, la tête pensante de la Mouka, vous êtes dans l'opposition avec Martin Fayulu. Je salue Jean-Félix en passant. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a un problème de leadership? Est-ce qu'il y a un leadership faible? Parce que, en écoutant M. Christophe, j'ai l'impression qu'il trouve que la situation est normale, parce que ces Occidentaux peuvent chercher un pays voyou pour nous agresser. C'est comme s'il n'y a pas le moyen de défense. Donc, on ne peut rien faire. Hein. J'ai l'impression, vous, la Mouka, une fois au pouvoir, est-ce que cette situation peut changer? Je voudrais revenir sur quelque chose, insister. Okay. Si l'on reste figé sur l'idée, cette guerre qu'on fait est une guerre purement ou essentiellement économique, moi je crois qu'on est en deçà du véritable fond de la guerre. Okay. Je soutiens. Les Américains ont fait leur projet. Lequel projet? Celui de balkaniser le Congo. Et après qu'ils aient armé Kagame, quand il part de l'Ouganda, il va chasser Abiyarimana, il prend le contrôle du Rwanda. Kagame, à son niveau à lui, a eu aussi un projet. Lequel projet? Celui d'étendre ce minuscule pays. Okay. Il faut étendre, il faut l'agrandir. Il faut l'agrandir. Et c'est ainsi que Kagame vendra son projet aux Américains. Et ça rencontre le point de vue des Américains du fait qu'eux tiennent Mordicus à balkaniser le Congo. Okay. Voilà pourquoi ils mettent tout à sa disposition pour qu'il arrive à ses fins. Et il ne faudrait pas que le Congolais se dise que si jamais Kagame obtenait la timbale, ça va s'arrêter là. Non. Ils vont continuer. Parce le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. C'est pourquoi j'insiste sur ce fait-là. Okay. Bien. Mon frère, d'abord mon frère. Donc mon frère, okay. il parle de la diplomatie numérique. Ce que je soutiens. Mais il se fait que maintenant là, quel que soit ce que le Congo entreprend, les Américains, les Européens n'écoutent pas. Ils ferment les oreilles, ils ferment les yeux parce qu'ils ont un objectif, celui de balkaniser le Congo. Okay. Alors, c'est à nous, Congolais, de rentrer en nous-mêmes, de nous dire, que ce soit politiciens de tous bords, il va falloir quelque part, nous nous mettions ensemble sur le plan des idées, de la position, comment défendre le Congo. Okay. Eh bien, si on reste seulement dans la querelle politicienne, et nous allons voir comment nous sommes en train de perdre notre pays et que nous n'aurons rien à laisser à nos enfants. Donc nous avons tout intérêt aujourd'hui. La première chose, quand vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, la diplomatie, on peut bien faire. Nous pouvons être présents sur le terrain digital, numérique, nous pouvons être présents. Mais regardez, ce sont les experts des Nations Unies qui ont fait le rapport mapping. Okay. Mais c'est encore eux qui l'enferment dans les tiroirs aux Nations Unies. Ils ne veulent pas y jeter un coup d'œil. C'est eux. La guerre de l'Ukraine, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu au moins 500 000 morts depuis que la guerre a commencé. Mais au Congo, on parle de plus de 10 millions de morts. 10 millions. On on bouche les oreilles. C'est pour vous dire, c'est qu'ils savent tout ce qui se passe. Ils ont tous les rapports. Mais malheureusement, ils ont leur objectif. C'est à nous, en tant que peuple, de nous élever en tant que peuple pour nous prendre en charge afin de faire face à ces situations. Alors, professeur Roger Baka, vous allez répondre à la question de la diplomatie, mais une autre question, est-ce qu'il y a un problème de l'inconscience collective des politiciens congolais ou des Congolais en général? Parce que nous avons l'impression, j'ai l'impression ici, on ne comprend pas les enjeux du monde, nous ne comprenons pas les Congos que Dieu nous a donnés, c'est comme si nous négligeons ces pays. Bon, merci beaucoup. J'ai retenu une chose importante, celui d'or, c'est que l'angle numérique, définitivement,
est en train de prendre des proportions inconsidérables. Nous devons nous investir dans ce domaine en termes de diplomatie, ce qui est très important. Le professeur, je suis toujours tenté de dire professeur, mais le président le professeur Christopher de la société civile a évoqué aussi un angle important, mais il faut comprendre aussi une chose quand le professeur, monsieur le président de la société parle, il revêt quand même le PCA. J'aimerais bien réfléchir à sa place en profondeur pour le protéger de ses fonctions. Ok. Je crois que le professeur a dit quelque chose de très important. Jean-Félix. Vous savez, les Américains n'ont pas d'amis. Les Américains n'ont que des intérêts. Un homme intelligent a dit, lorsque votre chien n'est pas chez vous, le chien du voisin viendra y chercher la nourriture. Donc, je crois que monsieur Christopher a failli dire quelque chose qu'il n'a pas voulu développer. Il a dit Mouzé est parti pour ça. Pour moi, ça dit beaucoup. Il est tout ministère. Je te dis. Il a dit beaucoup de choses tout en ne disant rien. Parce qu'il a quand même une casquette politique. Monsieur Jean-Félix voudra beaucoup dire, mais comme il est opposant, il ne veut pas admettre cette léthargie de vouloir dire, il dit, de ce côté, vous êtes nul. Mais moi, en tant que simple citoyen mandaté par Dieu, je dis ceci, arrêtons de nous tromper. Nous détenons quelque chose que ces gens-là cherchent tous les jours et ils n'arrêteront jamais. Malheureusement, je vous annonce une anecdote très compliquée. Lorsque la France constate qu'elle ne maîtrise pas la Haute-Volta, aujourd'hui au Burkina Faso, il va essayer, en 1932, d'annexer une partie en Côte d'Ivoire, une autre partie au Mali, et voilà. Mais regardez, la partie qu'il annexe en Côte d'Ivoire, c'est la partie qui est exploitée de manière agricole. Le café, le cacao. Ça ne fait pas un problème. Maintenant, il prend une autre partie où se trouve le manganèse, le pétrole, l'or noir, le tungstène. Il y avait beaucoup de choses. Il annexe au Mali. Voilà qu'est-ce qui se passe maintenant. Cette zone-là, de plus ou moins 5000 km², qui regorge à peu près 3 villages ou 4, devient une zone incontrôlée. Ça veut dire, en d'autres termes, ils veulent exploiter le minerai qui sont là. Mais la meilleure façon, c'est de rendre cette partie du territoire ingouvernable ou invivable. Alors, ce qu'Anta Diop a dit, les 3 étapes pour l'élimination d'un peuple consistent sur le plan 1. Première étape, intellectuelle. Deuxième étape, morale. Troisième étape, individuelle, physique. Je dis intellectuelle pourquoi? Il faut arriver à convaincre les citoyens d'une nation qui n'ont rien fait de bon dans leur pays. Il faudra les gouverner, il faudra être leur maître. Je suis désolé, je réponds à ta question. Il y a une inconscience au niveau des autorités politiques. Ils sont devenus des élèves des Occidentaux. Ils sont redevenus. Parce qu'un vent voulait souffler pour affranchir les États africains de la domination étrangère. Mais malheureusement, il y a quelques pays qui ont négocié leur position au pouvoir et ont signé des accords en cachette. Ça devient un problème lorsque vous êtes maintenant assis pour vous affranchir des accords. Parce qu'ils aiment bien, pour sauver, comme le président venait de le dire, pour vous épargner et vous garder, vous devez être en régime de prédation. Pardonnez-moi de dire ce que c'est la vérité. Le régime de prédation consiste en quoi? Ils disent à Kagame, ne croyez pas que Kagame est en paix. Kagame aussi est en train d'être lâché par des Occidentaux. Une guerre pour exploiter le matière première qui fait un record de 500 000 femmes violées. Ça pèse sur les Américains.
Charles Nana a dit qui payera la lourde responsabilité d'accepter les 4 à 10 millions de morts en République démocratique du Congo. La France se retire. Et donc, Kagame est en train d'être rejeté progressivement, mais en diplomatie, comme l'a dit Ludo Balekela, vous devez défendre les intérêts du pays à l'extérieur. Je t'informe que le Mali a tenté une fois, en 1974, d'attaquer le Burkina Faso. Ils ont répondu militairement, quels que soient les arrangements diplomatiques qu'ils avaient sur le champ. L'affaire s'est arrêtée. Ils ont réessayé après. C'est ce que je crains. Je voudrais terminer par ça, pour répondre à une autre préoccupation. C'est que, ensemble du côté Mali, du côté Burkina Faso, ils se décident d'amener l'affaire à la Cour internationale de justice. Mais malheureusement, pendant que l'affaire, comme le cas malheureusement de la République démocratique du Congo, des situations similaires que je crains, où ça peut nous amener, l'affaire traîne dans la Cour internationale de justice. À ce moment, le danger est que notre cher ami Thomas Sankara va commencer à prendre des positions qui inquiètent les Occidentaux. Malheureusement, ça ressemble avec Fachi. Il commence à déclarer que les Français sont à la base de toute la guerre qui se passe là. Ils notent. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des tiers. Il n'a pas franchi 30 ans. Tu sais ce qui se passe? On crée des manœuvres au niveau de la Cour internationale. On élimine Blaise Compaoré par son frère, Thomas Sankara. Ceux qui vont vendre ces régimes ne sont pas loin. Ce sont les mêmes opposants qui vont à l'Amérique. Vous dites? Les mêmes opposants. Je vous le dis en vérité. La semaine prochaine, je serai aux États-Unis. Je me renseigne sérieusement pour la RDC. Quand vous entendez un politicien mettre le pied à un opposant aux États-Unis d'Amérique, faites très attention. On a informé Thomas Sankara que ton frère Blaise Compaoré va t'éliminer. Il est plus facile de combattre celui qui est à l'extérieur que celui qui est ton peuple. À la fin, il a été éliminé. Et tu sais quelle était la décision diplomatique parce qu'on en parle. La Cour internationale de justice, cher professeur Félix, je n'ai pas parlé de votre opposition, j'ai parlé d'une autre opposition. Alors je termine en disant, la Cour internationale de justice va séparer ces 5000 km² en deux parties. Ce que je crains, avec la guerre à l'Est, que nous finissions par dire un jour, cette partie du territoire est devenue incontrôlable. Zone tampon, nous allons séparer en deux. Malheureusement, je vois cela s'appliquer déjà sur le terrain. Alors, ce n'est pas ça notre souci, parce que nous avons une armée quand même qui est aguerrie pour ça. Alors, il n'y a pas de problème, payez les arriérés alors, évolue. Okay. Non, je voulais renchérir en ce qui concerne les avantages de la diplomatie numérique, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde globalisé, comme McLuhan le disait en 1960. Aujourd'hui, les enjeux de 1960 ne sont plus les mêmes. Les méthodes de travail ne sont plus les mêmes. La gouvernance politique et économique n'est plus la même qu'il y a 30-40 ans. Et donc, pour un pays comme le Congo, avec 2 340 quelques kilomètres carrés, avec une population qui avoisine plus ou moins 140 millions d'habitants, nous n'avons que 61 ambassades pour le monde entier, à travers le monde. 61 ambassades, 25 consulats, 4 représentations, c'est rien. C'est minime. C'est minime par rapport aux enjeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous fait des problèmes. On ne sait pas demain si ça sera tel pays ou tel objet. Je ne peux pas citer pour ne pas commettre des erreurs de communication. Donc, il y a nécessité, dans l'approche actuelle de la gouvernance, si on s'implique dans le paradigme du numérique, de créer des ambassades virtuelles. Ça veut dire que vous n'avez pas de représentation diplomatique au Rwanda, mais vous avez une ambassade virtuelle qui fonctionne à partir de Kinshasa. C'est possible? Oui, c'est possible.
C'est parce qu'on ne veut pas nous approcher. On croit que pour avoir été journaliste proche de l'ancien régime, nous sommes devenus des politiciens, qu'on n'a pas besoin de notre expertise. Nous pouvons créer une ambassade virtuelle au Rwanda si on n'en a pas, parce que la volonté de tous les Congolais, c'était de rompre les relations diplomatiques avec Kigali, mais il y a possibilité, quand on les rompt de manière traditionnelle, de manière, n'est-ce pas, traditionnelle, il y a une façon nouvelle de fonctionner. Aujourd'hui, les États-Unis ont des ambassades virtuelles dans des pays où ils n'ont pas vraiment de relations diplomatiques normales. Mais ça nous manque. C'est juste, je ne peux pas dévoiler la stratégie, ça peut fonctionner à partir de Kinshasa, mais l'avantage, c'est que dans le cadre de la diplomatie publique numérique, les Congolais qui vivent au Rwanda, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer de manière ouverte sur ce qui se passe là-bas, peuvent s'exprimer sur cette ambassade virtuelle, et le pouvoir de Kinshasa peut exploiter les points de vue des autres et peut même avoir des renseignements à partir de nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Autant pour d'autres pays qui combattent notre pays, qui nous combattent, et ainsi de suite. On peut le faire. Tant que la guerre existe, même si on change 1000 fois les ministres des Affaires étrangères, ça veut dire que la diplomatie n'a pas marché. Et d'ailleurs, il est déconseillé de changer des ministres des Affaires étrangères à tout bout de champ, parce que quand on met un nouveau ministre des Affaires étrangères, il faut qu'il y ait du temps pour maîtriser les dossiers et relancer les débats sur la scène régionale ou internationale. Ça pose énormément de problèmes. Je ne dis pas que la ministre qui est là-bas demeure éternellement, parce que le président va remanier le gouvernement. C'est de son pouvoir discrétionnaire. Mais j'émets le vœu de voir pérenniser un peu la stratégie en ce qui concerne la diplomatie. Autre chose que je voulais dire, j'ai évoqué tout à l'heure en passant, je n'ai pas eu le temps de développer, le fait qu'il y a beaucoup de points de presse, beaucoup de briefings dans les médias pour justifier la création d'un compte Facebook par un opposant rwandais ou par quelqu'un du M23. Non, mais pourquoi nous on ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Nous avions un ministère ici du numérique. J'ai toujours plaidé que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, restaure ce ministère-là, que ce soit un ministère à part entière. Nous avons de l'expertise pour y apporter notre contribution. Qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui de faire ce que le Rwanda fait? Vous savez que le Rwanda aujourd'hui paye des millions aux propriétaires de Twitter pour créer autant de comptes et envenimer la situation, exposer au mépris des Congolais le pouvoir en place à Kinshasa, tout simplement parce que il n'y a pas une stratégie correspondante. Ils ont une communication beaucoup adaptée, oui. On mène la guerre sur le plan militaire traditionnel, mais on mène aussi la guerre médiatique. Nous pouvons aussi faire ce que les autres font là-bas. Et faire je m'excuse de le dire, j'ai présenté un plan de communication numérique pour notre armée. De manière officielle, j'ai déposé mon plan, ça fait 2 ans. On n'a même pas accusé réception. Mais on se plaint quand on crée un compte Twitter au nom de l'actuel général qu'on vient de nommer dans la zone de défense de l'autre côté. Non, Patrick, c'est Patrick Massunzu. Quelqu'un a créé moi-même, je suis allé m'abonner à ce compte-là pensant que c'était lui. Mais on en a fait un problème ici pour démentir. Mais pourquoi nous, on ne peut pas créer un compte fictif, comme on appelle en jargon numérique, un compte avatar, au nom de Kagame, et commencer à l'attaquer de l'intérieur? Pourquoi on ne peut pas le faire au nom du ministre des Affaires étrangères rwandais? C'est faisable, on peut le faire. C'est légal, c'est reconnu. C'est un nouveau mode, une nouvelle façon de faire la guerre digitale, comme Caroline Fayet le dit, et nous ne devons pas rester là-bas à nous plaindre. Nous avons tout. Je voulais encore terminer, parce que se pose le problème des ressources dans ce pays pour nous développer et ne pas toujours dépendre des autres. Je crois que sur votre plateau ici, j'ai démontré qu'avec le numérique, rien que ce que nous dépensons chaque jour pour acheter les crédits, je prends un exemple banal, le forfait Internet, pour avoir 1 giga, c'est plus ou moins 3 000 francs congolais. Donc l'équivalent d'$1. Nous sommes 140 millions de Congolais. Je prends minimum 100 millions en supposant que tout le monde n'utilise pas les smartphones comme le président l'a dit. Alors si nous prenons 100 millions et que chacun dépense au moins $2, non, je prends le minimum, $1 par jour pour s'acheter 1 giga, fois 100 millions, vous avez déjà 100 millions de dollars le jour. Okay. Si vous prenez les 100 millions fois 30 jours, vous avez déjà autour de 120 millions de dollars et ainsi de suite. Vous voyez? Et quand vous prenez fois une année, j'ai fait mes calculs ici, c'est autour de 120 milliards de dollars. Et les sociétés de télécommunications ici ont l'obligation légale de verser 30% de ce qui nous bouffe chaque jour ici pour les unités, pour la communication, 30%. Je me demande s'ils les versent. Si elles les versent, si ces sociétés les versent, nous pouvons avoir
beaucoup d'argent pour financer notre armée, soutenir l'armée, acheter des équipements, les drones sophistiqués, avoir le contrôle de nos espaces numériques. Ce n'est pas sorcier. Les drones numériques ici qui survolent les espaces, nous pouvons les acheter avec l'argent qui vient juste de la télécommunication en République démocratique du Congo. Et donc, ce sont des idées que nous mettons à la disposition des dirigeants, espérant qu'ils vont en tirer profit pour pouvoir avoir des ressources en interne, être beaucoup plus pesants sur la balance lorsqu'on est en discussion avec les partenaires. Merci, M. Ludo Malekela. Et je rappelle le sujet, la guerre de l'Est. Quelle est l'approche durable pour que nous puissions avoir une paix vraiment meilleure? Alors, on a parlé de la diplomatie, on a parlé de nos richesses, mais il reste des questions. Il y a la question de la spiritualité et le patriotisme. Vous ouvrez cette question, M. Christopher Ngoy. Est-ce la spiritualité d'un pays peut aussi être un atout face à la situation comme nous sommes en train de la vivre? Bon, je voudrais ramasser rapidement. Pas de problème. La spiritualité relève de la culture. Okay. Et si d'aucuns s'appliquent à faire comprendre, à faire croire au reste du monde que leur spiritualité est la plus valable, et les autres y adhèrent, eh bien, ils les contrôlent. Okay. Aujourd'hui, il y a plein de Congolais qui sont dans des loges. Ces loges-là ne sont que des instruments de la domination. Les instruments? Les instruments de la domination, d'enculturation. Lorsque on contrôle maintenant votre spiritualité, vous savez, il y a des principes là-bas où l'on vous dit, voilà, tant vous êtes frères, vous ne pouvez pas vous trahir. C'est-à-dire, vous obéissez maintenant à un nouvel ordre. Même celui qui tue les Congolais là-bas, mais tant que vous êtes dans une même loge, vous voyez là-bas, vous êtes frères. Okay. Vous êtes obligé de vous saluer, de vous soutenir. Et c'est parmi les éléments qui font que notre classe politique, elle est difficile à gérer. Okay. Hein? Alors, oui, la spiritualité fait partie de la domination. Elle fait partie des éléments qui font que la guerre perdure. La spiritualité peut faire aboutir tout à fait. Un jour, M. Rubewa, pasteur. Bon, j'ai vu des invitations. Hein, il est pasteur. Bon, je ne sais pas où il a fait la théologie. Je ne sais pas où il a... Mais il organise avec d'autres pasteurs qui les financent de l'extérieur. Il organise des forums ici. Vous voyez plein de nos politiciens. Ils arrivent là-bas, ils le fréquentent. Et à travers ça, il augmente son influence ici. Okay. Et vous allez vous demander comment quelqu'un qui n'avait pas un parti politique assis, comme Moïse Nyarugabo, qui se soit retrouvé, je ne sais pas, au Sénat, ou par quel mécanisme. Mais il y a des sphères où on fait des concessions. On fait des concessions et ces sphères-là semblent avoir préséance sur tous les airs, tout le reste, sur la politique, sur les clivages politiques et tout ça. Quand ils se retrouvent là-bas, ils se disent, voilà, tel, on va ici, bon, on lui ouvre la possibilité d'y accéder. Et tout ça. Donc, c'est pour dire que le tout, c'est d'abord la culture. Il faut asseoir une très forte culture. Merci. Alors, je n'ai pas fini. Vous avez tellement de choses à dire. Également, la science et la technologie, il ne faut pas la négliger. Ok. Parce que pour être fort, même militairement, mais il faut être capable de créer, de fabriquer ses propres instruments de guerre. Ok. C'est alors que les gens vont vous craindre. Quand vous allez les acheter ailleurs, là-bas, on étudie. Qu'est-ce qu'on peut vous donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas vous donner pour vous contrôler. Il faut des experts. Ok. Pour vous contrôler. Même si vous avez des millions, on ne peut pas tout vous donner. On ne vous donne pas tout. Mais quel est le rôle alors des génies congolais? Écoutez, c'est là, il faut travailler sur ça. Et même la diplomatie. Oui, la diplomatie dans le contexte actuel, je félicite la ministre de Thérèse Kaikonda. Voilà. Okay. Elle a un style qui me plaît. Elle est à tous les fonds et puis elle est directe dans ce qu'elle fait. Moi, je félicite ça.
Mais la diplomatie, c'est une espèce de guerre aussi, hein? Mais avec des gants et beaucoup de politesse. Alors, mais il faudrait que nous, Congolais, nous sachions nous défendre. Pour nous défendre, nous devons... Vous parlez Louis d'Or a parlé de ça, il faut le faire. Aujourd'hui, si on regarde l'enveloppe qui provient de la communication, c'est beaucoup d'argent. Il faut, au lieu de se contenter d'être là, dire que nous avons un ministère de pétentique, tout ça, pendant que nous dépendons des satellites étrangers qui peuvent vous infiltrer, vous écouter à tout moment et tout, et que même les serveurs sont hébergés ailleurs. Si nous sommes incapables, on peut chercher des partenaires à travers la diplomatie, des partenaires qui peuvent nous permettre de lancer aussi des satellites. Et puis, c'est un créneau qui peut apporter beaucoup d'argent. Il suffit seulement de faire un bon montage. Des pays comme, bon, je ne cite pas, il y a des pays qui lancent chaque jour ici des satellites et vous entendez avec eux et vous lancent des satellites de communication parce que nous sommes un pays de très grande consommation. Et même en ce qui concerne la guerre, il y a le transfert de technologies, l'échange de technologies. Aujourd'hui, la Russie, si elle était restée en train de se plaindre comme elle se plaignait là, la guerre était déjà très avancée jusqu'à sa porte. Et on allait l'assujettir. Aujourd'hui, Poutine peut parler parce qu'il a développé la technologie. Aujourd'hui, moi j'étais dernièrement en Russie. J'ai trouvé une nouvelle génération d'ingénieurs que nous n'avons pas ici. Des jeunes, mais qui sont rompus à maîtriser des outils de toutes sortes et tout. Et quand vous discutez avec eux, vous sentez qu'ils ont maintenant une nouvelle génération d'ingénieurs qu'on n'a pas ici. Et le Congo doit travailler sur ça. Nous avons des minéraux que les autres viennent chercher pour asseoir leur technologie. Mais nous-mêmes, sur le plan technologie, moi, je suis issu de l'ISTA. Regardez l'ISTA. Regardez la Polytechnique. Est-ce qu'elle existe encore, c'est que le campus là-bas. Et même quand il y a des jeunes qui s'illustrent, parce que j'ai vu dans les médias un jeune qui est parvenu à faire communiquer l'ordinateur avec le cerveau. Je ne pense pas que ce jeune-là se trouverait encore ici au Congo. Franchement. L'intelligence artificielle. Mais que fait le ministère de la Recherche? Alors, nous devons avoir un socle. C'est ce socle-là au niveau de l'intelligence supérieure de la nation qui peut nous permettre d'accéder à l'ordre des solutions. Mais ça nous fait vraiment grandement défaut. Merci. Merci, M. Christopher Ngoy, PCA, président de la société civile du Congo. M. Jean-Félix Senga, j'ai précisé que vous êtes de la MOCA, mais un scientifique. Dans l'opposition, je connais bien de quoi je parle. Aujourd'hui, si vous prenez l'Inde, vous prenez le Japon, vous prenez la Chine, c'est grâce à leur spiritualité qu'ils sont en train aussi d'avancer. Est-ce que nous, les Congolais, on ne peut pas chercher à ce que notre spiritualité... Parce qu'on nous parle de Kimpanvita, de Kimbangu et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu mystérieuses comme ça avec notre spiritualité? Ça tombe bien. Je crois que c'est un débat qui, pour le moment, fait couler l'encre et la salive, surtout avec... le professeur paix à son âme Kalala Omotunda. On en a beaucoup parlé de la spiritualité de l'Afrique, mais nous avons un véritable problème aujourd'hui. Parce que quand on parle de la spiritualité de l'Afrique, Christophe dit c'est lié à la culture. Quand on remonte le temps, on dit nous au Congo, nous les Congolais, nous avions ce que nous appelions l'animisme. D'autre part, vous irez ailleurs, il y a les gens, c'est les vaudous, ainsi de suite. Mais quand je me demande, moi je reste là calme, je me demande, est-ce que c'est l'ensemble de ces pratiques qui font que quelqu'un avance en technologie, avance en science? À mon humble avis, je ne pense pas. Ce qui fait avancer la science, c'est la recherche. C'est la recherche. La recherche, il faut mettre du moyen, il faut mettre du paquet. Et les gens vont faire des recherches. Aujourd'hui, moi, je ne m'en cache pas. Moi, je suis profondément, essentiellement
chrétien. Moi, je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne vois au nom de rien, on peut me sortir de là pour me ramener à l'animisme pour que le Congo gagne la guerre au nom de l'animisme. Je ne pense pas. Hier, il y a eu encore beaucoup de théories de la part de nos pasteurs. On nous a fait croire que nous, les Congolais, si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que Mobutu, en son temps, avait chassé l'Israël, avait préféré l'Égypte que l'Israël, entre un frère et un ami. C'est ce qui nous a apporté malheur. Les gens ont prétendu dire ça. Pourtant, quand vous regardez, c'est que chasser, préférer l'Égypte à l'Israël, et ce que l'Allemagne a fait, tuer plus de 6 millions de Juifs, le malheur ne les poursuit pas, mais le malheur poursuit seulement les Congolais. En temps, moi, je me demande, est-ce que cette façon de voir était vraie? Je ne pense pas que cela soit vrai. Et puis, moi, en tant que chrétien, si je peux parler du spiritualisme ou de la spiritualité, là, je me dis ceci. Quand vous prenez l'histoire d'Israël, l'Israël, c'est un pays qui se crée selon le projet que Dieu s'est fait. Dieu avait un projet. L'Israël marche avec le projet. Et quand vous suivez multiples prophéties au sujet du Congo, vous comprendrez que Dieu a un projet avec ce pays. Donc, au temps fixé par Dieu, peu importe toutes les gymnastiques, tout ce que les Américains, les Français font, peu importe ce qu'ils font, au temps fixé par Dieu, le projet que Dieu nourrit pour ce pays finira par prendre corps et se matérialiser. Ça, du moins sur le plan spirituel, c'est ma conviction. Vous avez une foi très ferme. Oui, c'est ma conviction. 30 secondes. Néanmoins, j'insiste, dans ce pays, on a encore à la gestion rudimentaire. Nous n'avons pas encore pris les choses à juste titre, à juste mesure. Nous sommes en deçà de ce que nous devrions faire comme peuple habitant un pays comme le Congo. Un pays convoité de partout, un pays qui regorge de richesses immenses, mais il y a encore un désordre caractéristique au point que le politique ne sort pas. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile. Quelqu'un peut vous développer toute une théorie parce que scientifique, on dit, voilà un intellectuel de renom. Mais il suffit que le pouvoir l'approche, lui demande de contredire ce qu'il a soutenu, et il contredit. Donc, le problème qui se pose au Congo, ce n'est pas d'abord un problème de spiritualité, c'est un problème d'homme. L'homme congolais n'est pas à la hauteur. C'est vraiment un véritable Donc il y a un problème de capital humain. Merci. Alors, parce qu'on me fait pression qu'on est à la fin. Je ne sais pas si le réalisateur est contre Roger Baka. Alors, professeur Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, est-ce la constellation des étoiles peut faire en sorte que nous puissions mettre les énergies ensemble et terminer cette guerre de l'Est? Parce que je me rappelle de mon intime qui disait avec l'Enzo, il peut même chasser les rebelles. Est-ce on ne peut pas mettre ces énergies ensemble? Bon, merci. Je vais parler rapidement parce qu'il faut conclure. Premièrement, il y a un problème sérieux avec la majeure partie des dirigeants des autorités congolaises. Excuse-moi, je me suis toujours rendu compte que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, ce sont des personnes qui ignorent complètement la dimension de la spiritualité de cette nation. Ils ignorent totalement. Deuxième chose qui fait qu'ils échouent toujours quand ils amorcent le pouvoir, c'est l'ignorance du destin prophétique de la RDC. Vous le prenez, vous le mettez là, dites-nous quel est le destin prophétique de la RDC. Il vous raconte des choses. Si je peux être clair et concis, le Créateur dit dans les Écritures de Job 32:8, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Le génie inventif dont parlait, je ne sais pas quelqu'un ici. La meilleure façon de prendre un peuple en prison, c'est d'embrigader sa spiritualité. Je vous ai dit ici que Cheikh Anta Diop avait dit cela. La spiritualité d'une nation existe. C'est pour poser la question, quel est l'esprit de la RDC? Ça, les autorités ne posent pas la question. Tant qu'ils n'auront pas la réponse sur cette dimension-là, nous allons toujours tourner en rond. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle d'une nation incarne 3 facultés. La première faculté, c'est la communion.
La capacité pour vous de garder l'idée essentielle avec vos ancêtres, mon Dieu. Comment Abraham, il est mort, mais les enfants d'Israël gardent les relations avec lui. Dieu d'Abraham. Devant la guerre, il y a même des pays tels que le Soudan qui refusent d'attaquer Israël pour un mort. Mais je suis désolé. Il faut reconnaître la valeur intrinsèque de chacun. Les appeler. Parce que le monde va traverser une zone de turbulence grave. Il y a bouleversement de l'ordre mondial. Nous quittons le régime des gendarmes, nous entrons dans le régime le plus fort spirituel, il t'attaque. La Russie a attaqué l'Ukraine, plus fort spirituel. Maintenant, ce que je demande ici, ce que je dis aux autorités politiques qui nous suivent, il faut bien m'écouter sur ce point. Premièrement, si on ne met pas un contrôle sérieux dans les églises dites de réveil, vous allez fabriquer demain une nation faible. Parce que tout le message tel qu'enseigné aujourd'hui par les églises repose sur le capitalisme évangélique. Bon, l'argent, ça ne fait pas prospérer un peuple. Deuxièmement, au-delà de la communion, nous avons l'intuition. C'est ce dont vous parlez. Frère, je peux vous rassurer, aux États-Unis d'Amérique, il y a des écoles, les School and Bones. On est en train d'inscrire des étudiants brillants dans ces sectes-là. On les amène par exemple à l'université de Yale, où ils vont suivre une formation approfondie sur l'idéologie spirituelle des États-Unis d'Amérique. Vous verrez des gens comme Kennedy, des gens comme Clinton, ils sortent de ces écoles parce qu'ils comprennent la spiritualité de leur nation. Mais la RDC a complètement perdu sa spiritualité. Il est entré dans l'emprisonnement des spiritualismes. Ça veut dire quoi? À défaut de contrôler un peuple économiquement, politiquement, il faut l'embrigader. Pourquoi s'asseoir pris le pouvoir à Brazza au détriment de l'autre quand ils sont partis en France? Les critères étaient les critères spirituels qui est supérieur. Nous avons des gens qui ont une spiritualité très approfondie dans ces pays, qui peuvent vous faire des inventions, vous ne croyez pas. Mais le problème est simple. Plusieurs autorités sont embrigadées dans des maisons de philosophie, franc-maçonnerie, Ekankar, Maïkari, patati patata. C'est l'une des raisons pour laquelle on a fait la guerre à Mobutu, parce que Mobutu n'avait pas accepté cette histoire. C'est quand il devient faible, il comprend qu'il est attaqué par des maisons philosophiques, il tente de négocier en voulant même accepter. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Alors, je demande aux autorités. Voilà, c'est là il a essayé de tenter cela. Mais je continue à dire ici, à la manière dont je vois le régime et les autorités marcher, je vous demande une chose. Il est difficile de gérer les 120 milliards que vous avez dit parce qu'on craint aussi qui va les emporter avec lui dans sa banque. Oui, c'est que vous dites là, on craint. On risque de se cherche qui a pris les 120 milliards là. Pourquoi? Parce que la spiritualité inculque les valeurs. La corruption est un combat. Toutes les spiritualités ne sont pas d'accord avec la corruption. Quand vous avez une bonne spiritualité, vous défendez les idéaux. Mais au Congo, la cupidité des chefs commence à impliquer la cupidité du peuple. Si vous voyez le peuple congolais commence à devenir très voleur, il est en train d'imiter ses autorités. Merci. Merci, Monsieur Roger Baka. Je vous donne 1 minute, 30 secondes, termine l'émission, c'est le mot de la fin. On conclut par rapport à la spiritualité. Oui, je crois en tant que chrétien que Dieu existe, qu'il est capable de tout, mais le même Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir nous défendre. La preuve, c'est qu'Israël, qui est la nation qui a vu le Christ naître, est en train de faire la guerre. Parce qu'Israël s'est préparé à former une armée qui lui permet aujourd'hui de se défendre. Donc nous devons quitter le terrain de Jérémie d'Éternel, de nous plaindre, on nous a attaqué. Non, nous sommes sur le point, nous sommes arrivés au point où le peuple doit s'élever derrière ses dirigeants pour défendre la patrie, quel que soit le prix. Il faut absolument former une armée forte, recruter des jeunes qui veulent faire l'armée, même dans les églises, il y a beaucoup de chômeurs, on peut les sensibiliser sans les forcer, les recruter dans l'armée pour défendre la patrie. Les services de renseignement doivent être une idéologie. Depuis l'enfance, les enfants doivent être initiés à détecter l'ennemi et à donner l'information, la bonne information, et au moment qu'il faut. Merci. Là, vous avez parlé du patriotisme, je chute avec ça, 30 secondes. Est-ce que le patriotisme est un élément important et aussi pour armer un peuple pour que l'ennemi n'avance pas? Très important. Le patriotisme consiste à aimer sa nation et à
tout faire pour son intérêt. La spiritualité, je suis aussi catholique pratiquant, mais je suis en désaccord pour l'instant avec le mercantilisme qui a élu domicile dans l'Église catholique du Congo. Ça, je dois le dire clairement. Parce qu'à certaines positions, lorsqu'on les écoute, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ Nazareth. C'est le profit personnel. Vous trouvez que quelqu'un parle pour lui. Exact. Et ils se servent maintenant de cette plateforme-là, qui est l'Église, pour assouvir certains besoins et faire passer certains messages. Et pourquoi pas même travailler pour ceux qui nous agressent. Donc les gens dont parlent, les politiciens sous taille. Voilà. Moi, je pense que sur le plan spirituel, j'ai retenu quelque chose que Jean-Félix a dit. Bon, nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble. C'est très important. Face à la balkanisation, nous devons nous mettre ensemble. Il n'y a rien qui dépasse. Nous pouvons avoir des clivages politiques. Mais devant la nation, parce que c'est le seul bien que nous avons, bien commun que nous avons. Et je ne veux pas comprendre comment des gens peuvent travailler contre ce bien commun-là. Et c'est pourquoi, à défaut de nous mettre ensemble, il faut répertorier les forces, les intelligences qui sont en dehors d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, qui voient l'intérêt supérieur de la nation, qu'elles puissent coaliser. C'est alors que nous sortirons de là où nous sommes. C'est alors que même sur le plan spirituel, on ne saura pas nous inféoder. Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, vous terminez l'émission, vous étiez les derniers arrivés. Nous mettre ensemble, ça prouve que vous, le Mouka, vous êtes également de vrais patriotes. Et comment y arriver afin que nous puissions faire en sorte que cette guerre puisse retourner là où elle avait commencé. Est-ce possible? Pour dire que le patriotisme est une valeur pratiquement essentielle à la vie d'une nation. Je donne un exemple banal. Quelqu'un me raconte qu'il était au pays de Touareg, Touagira, Centrafrique. Il était là, il a acheté un perroquet. Il voulait rentrer au Congo, traverser, aller à l'Équateur. Il arrive à la frontière, le douanier dit le perroquet ne passe pas. Ne traverse pas, le perroquet doit rester. Il prend un billet de $100, il donne, c'était une dame. Il donne à la dame, non, laisse-moi passer, je vais avec le perroquet. La dame a dit, même si tu me donnais $1000, le perroquet ne passera pas. Vous voyez, ça. Vous ne trouverez jamais ça au Congo. Vous ne trouverez jamais ça au Congo. C'est ça le grand problème. Donc il nous faut des hommes qui se lèvent en esprit, qui soient capables de comprendre que quand on œuvre pour ce pays, non seulement on est serviteur, on ne doit jamais penser à son intérêt personnel, mais à l'intérêt de la communauté. Tant qu'on ne saura pas faire ce dépassement d'esprit, transcender cette ascendance, tant qu'on ne saura pas la faire, eh bien, nous allons continuer à tourner, à nous entre-accuser. Pourtant, nous sommes capables aujourd'hui, si nous nous décidons de créer une cohésion nationale, nous ferons face et au Rwanda, et aux Américains, et nous sortirons de cette guerre. Merci. Une bonne conclusion, professeur Jean-Félix Senga, la tête bien faite de la MOCA, très proche de Martin Fayulu. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation également. Merci au professeur Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Merci à vous également. Merci au PCA, des seuls bénéficiaires de l'ordonnance du chef de l'État sur ce plateau. Il était ici avec nous. Il est également président. C'est pour très bien. Je suis sur le ministère du numérique. Là. Il est également coordonnateur de la société civile de la démocratie du Congo. Merci à vous et merci également à M. Ludor Balekelai, notre expert sur ces plateaux en communication numérique aussi. Doctorant, merci à vous. Et l'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elcas Télévision. En RDC, nous avons des têtes bien faites. Vous avez compris l'auteur de ces débats. Donc, on peut se mettre ensemble, comme le professeur Jean-Félix l'a dit, les opposants et les gens du régime pour sauver le Congo. Au revoir.